Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal de 20h. Voici tout de suite les titres de l'actualité de ce vendredi 7 août 2020. Et à la une ce soir. Forte chaleur, la canicule traverse le pays. 9 départements sont d'ailleurs placés par Météo France en vigilance rouge. Dans quelques instants, nous ferons le point sur la situation. Dans l'actualité également, ce jeudi a eu lieu une prise d'otage dans une banque populaire du Nord. Explications et récits dans quelques instants. À l'étranger, nous reviendrons sur l'explosion de Beyrouth. Emmanuel Macron s'est rendu sur place. Nous ferons le point dans quelques minutes. Et puis enfin, le Covid-19 est toujours présent, vous le savez. Dans quelques instants, Gérald Kierzek sera avec nous en duplex pour faire un point sur la situation depuis les locaux de TF1. Et la rubrique estivale, on vous emmène. Océane vous emmènera sur le rocher normand, le Mont Saint-Michel, à la fin de ce journal. Alors qu'une nouvelle vague de forte chaleur traverse le pays ce week-end, avec plusieurs pics de chaleur, faisons le point sur la situation, vigilance et température avec Rodriguez Bedin. Pic de chaleur en cette fin de semaine, Météo France a placé 9 départements en vigilance rouge, l'Île-de-France ainsi que l'Essonne, le Val d'Oise, les Yvelines, l'Eure et la Seine-Maritime. 53 départements sont quant à eux en vigilance orange, soit plus de la moitié du pays concerné par cette canicule. C'est une situation d'autant plus compliquée que certaines villes imposent le port du masque pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, comme par exemple à Nice ou encore à Lyon. Lors d'un déplacement à Lille ce lundi, le Premier ministre Jean Castex a mis en garde contre un relâchement des gestes barrières, en précisant que le virus ne prenait pas de vacances. Hier, le ministre de la Santé Olivier Véran s'est rendu dans un EHPAD pour apporter son soutien aux personnes âgées. Il a également annoncé l'ouverture d'un numéro vert, Canicule Info Service, le 0800 06 66 66. Cette vague de chaleur devrait encore perdurer jusqu'au milieu de la semaine prochaine, probablement mercredi ou jeudi. Et dans l'actualité, par ailleurs, ce jeudi a eu lieu au Havre une prise d'otage. Le preneur d'otage est arrivé aux alentours de 16h45 avec un premier otage qui s'est enfui peu après les négociations entre la mère du preneur d'otage et le RAID qui est intervenu sur place aux alentours de 17h. Plusieurs otages ont ensuite été libérés jusqu'à 23h15. La prise d'otage aura duré donc presque 6 heures dans l'agence bancaire du BRED, la Banque Populaire du Nord. Partons à l'étranger à présent. Après l'explosion de Beyrouth au Liban, Emmanuel Macron s'est rendu sur place. La thèse de l'accident était alors privilégiée. Le président libanais évoque la possibilité d'un missile. L'Israël dément. Le résumé de la situation sur place avec Mathis Armand. Mardi 4 août, aux alentours de 18h heure française, un incendie a ravagé le port de la capitale libanaise, Beyrouth. Le feu s'est répandu jusqu'à un énorme stock de nitrate d'ammonium entreposé sur le port. D'après les estimations, il y en avait environ 2750 tonnes. 2 explosions s'en sont suivies, une catastrophe filmée par ses habitants à l'aide de leur téléphone. La deuxième explosion, plus importante que la première, s'est fait ressentir à presque 200 km à la ronde, dépassant ainsi les frontières libanaises. Plus proche de l'épicentre, le port et la ville ont été soufflés, les vitres brisées et les voitures retournées. Les causes n'ont pas encore été identifiées et le dernier bilan fait état de 154 morts et 5000 blessés. Le port étant hors d'usage et la ville détruite, les importations essentielles à la vie de la capitale sont devenues impossibles. Les habitants n'ont plus accès au commerce pour trouver de quoi manger et pour se soigner. En effet, un hôpital a été détruit par l'explosion. Alors, en attendant l'aide internationale, des ONG s'activent afin de combler les manques. Jeudi 6 août, le président Emmanuel Macron est venu apporter son soutien au pays sous le choc. Il est le premier chef d'État à s'être déplacé. Dès son arrivée le matin, il s'est rendu sur le port, lieu où a eu lieu les explosions. Puis, malgré le coronavirus, il s'est offert un bain de foule protégé d'une valise antiprojectile et a échangé avec la foule libanaise en colère. La population est remontée face à ses dirigeants accusés de corruption et a fait connaître son mécontentement au chef de l'État français qui a assuré qu'il allait réclamer du changement et des réformes auprès des dirigeants libanais. Emmanuel Macron réclame également une enquête internationale. La France enverra dès la semaine prochaine des personnels soignants et des médicaments. La journée s'est terminée par une manifestation plutôt violente, place des Martyrs, réunissant environ 200 personnes. Le coronavirus est toujours présent alors que de plus en plus de cas s'observent.
Pour faire un point sur la situation, nous sommes en duplex depuis les locaux de TF1 avec Gérald Kierzek. Bonsoir Gérald. Alors, quelle est la situation en France et la situation est-elle inquiétante ? Bonsoir. Alors la situation, elle est sous contrôle dans le sens où on a des foyers épidémiques, ce fameux terme de cluster qu'on connaît bien maintenant. Ce sont des foyers qui s'allument. Il y a plusieurs centaines de foyers en France qui sont actuellement des lieux de contamination. On arrive encore à tracer les choses, on arrive à les identifier. Il est probable qu'à côté de ces clusters, il y ait d'autres foyers qui ne soient pas repérés. Et chaque jour, eh bien, c'est tout l'objectif de repérer, de tester dès qu'il y a des symptômes et que les gens se signalent, parce que ça permet de remonter les chaînes de contamination. Mais pour l'instant, la situation du virus, elle semble sous contrôle. Il y a probablement un mouvement de fond avec du virus qui circule, et la situation dans les hôpitaux, puisqu'elle est monitorée tous les jours, on a le nombre de places de réanimation, etc. Le système de santé, aujourd'hui, n'est pas débordé. Quelle est la capacité à tester ? Alors, la capacité à tester, vous savez, il y avait des chiffres qui avaient été annoncés, 300 000 tests par semaine, etc. L'idée, c'est de pouvoir tester tous les gens qui en ont besoin. Alors maintenant, il n'y a plus besoin d'ordonnance pour faire un test, mais il faut quand même rester raisonnable. Ça sert à rien d'aller faire un test quand on n'a pas de symptômes, quand on n'a pas été en contact avec quelqu'un qui a le Covid ou qui a été diagnostiqué. Si vous n'avez pas été sujet contact ou si vous ne revenez pas d'une zone à risque, il y a inutilité à se faire tester pour justement ne pas encombrer les laboratoires qui font les tests et qui ont besoin de faire ces tests pour les gens qui ont des symptômes, pour les personnels des hôpitaux ou des EHPAD par exemple, ou par exemple pour des retours de voyage à risque ou pour des départs dans des zones qui requièrent une attestation. Donc je crois qu'il faut rester raisonnable sur les demandes de tests. Alors nos capacités, elles pourraient augmenter encore. Certains proposent notamment des plateformes H24, 7 jours sur 7, parce que la difficulté actuellement, c'est quand vous voulez un test, quand vous avez besoin d'un test, eh bien le rendez-vous, vous ne l'avez pas tout de suite, et c'est sur rendez-vous. Les résultats, ils vont mettre 24 à 48 heures avant de les avoir. Imaginez, vous arrivez à l'aéroport, vous êtes testé, il faut 48 heures avant d'avoir le résultat, et 48 heures pendant lesquelles vous êtes dans la nature. Donc on pourrait optimiser ces plateformes de tests H24. Et la deuxième optimisation, c'est probablement d'aller sur des tests salivaires. On fait encore maintenant des PCR, vous savez, c'est des tests avec les couvillons dans le nez, et les tests salivaires seraient beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces, et mobiliseraient moins de personnel. Donc ça, c'est vraiment la voie d'avenir. Peut-on parler d'une seconde vague et quand pourra arriver cette seconde vague, docteur ? C'est difficile de parler de seconde vague et de dater cette seconde vague. La première vague, elle était liée à la saturation du système de santé. La deuxième vague, ça serait lié à une saturation du système de santé, mais comme on fait tout pour l'anticiper et pour éviter le débordement des capacités sanitaires, on va souhaiter qu'il n'y ait pas de deuxième vague, ou en tout cas que cette deuxième vague soit la plus plate possible. Donc il est très probable qu'on ait plutôt un mouvement de fond comme ça, avec ce qu'on appelle un bruit de fond, avec du virus, des foyers qui s'allument, etc., mais qu'on n'ait pas une vraie deuxième vague ou un vrai pic, mais plutôt des vaguelettes. Et tout l'enjeu, c'est de maintenir à ce niveau de vaguelettes. Et puis pour pouvoir limiter la seconde vague, il serait bon de doper les capacités hospitalières, par exemple en anticipant, en ne fermant pas de lits, en augmentant les capacités de réanimation, de façon à pouvoir réagir dès qu'il y aurait dans une région, par exemple, un système de santé qui commencerait à avoir des voyants qui s'allument, qu'on puisse avoir les capacités de traiter les malades. Merci beaucoup Gérald Kierzek d'avoir répondu à nos questions en duplex de la Tour TF1. Merci beaucoup Gérald. On vous emmène votre rubrique estivale comme à chaque JT estival. Ce soir, on vous emmène avec Océane Mallet sur le Mont Saint-Michel. Alors bonsoir Océane, vous nous emmenez au Mont Saint-Michel. Pourquoi le Mont Saint-Michel, Océane ? Bonsoir Davian, ce soir je vous emmène à la découverte du mont Saint-Michel. Lieu et histoire n'auront plus aucun secret pour vous. Le mont Saint-Michel est une commune française située dans le département de la Manche en Normandie. Elle tire son nom de l'îlot rocheux consacré à Saint-Michel, où s'élève aujourd'hui l'abbaye du mont Saint-Michel. À l'origine, le rocher granitique du mont Saint-Michel s'appelait Montombe. Mais en l'an 708, l'archange Michel apparaît en songe à Saint-Aubert, évêque d'Avranches, et lui demande de construire un sanctuaire en son nom. Il faudra alors attendre 966 pour qu'une communauté de bénédictins s'établisse et fasse construire une première église. À la même époque, un bourg commence à se développer en contrebas pour accueillir les premiers pèlerins. Les pèlerins étant de plus en plus nombreux, l'église d'origine devint trop petite pour les accueillir. Les bâtisseurs du XIe siècle,
accomplissent alors une véritable prouesse architecturale. Ils édifient 4 cryptes, tout autour sur la pointe du rocher, puis bâtissent sur ces 4 dernières une grande église abbatiale. Au XIIIe siècle, une donation du roi de France, Philippe Auguste, à la suite de la conquête de la Normandie, permet d'entreprendre l'ensemble gothique de la merveille. Celui-ci est formé de 2 bâtiments de 3 étages, couronnés par le cloître et le réfectoire des moines. La guerre de Cent Ans rend nécessaire la protection du Mont Saint-Michel par un ensemble de constructions militaires qui lui permet de résister. L'îlot de Tombelaine, situé à 3 km, conserve encore aujourd'hui des ruines de cette époque. Pendant le siège anglais, le chœur roman de l'église abbatiale s'écroule. Il est alors remplacé par l'actuel chœur gothique flamboyant. 346 ans plus tard, les moines doivent abandonner l'abbaye, qui devient alors une prison d'État. Jusqu'en 1863, 14 000 prisonniers passent dans cette Bastille des mers, où marées et sables mouvants rendent impossible toute évasion. Les familles des prisonniers remplacent alors les pèlerins qui fréquentaient jadis les ruelles du village. Suite aux demandes des écrivains et artistes romantiques, la prison ferme. En 1864, les services des monuments historiques restaurent l'édifice et l'ouvrent au public. Pour acheminer les touristes, une digue-route est construite en 1879. Le Mont Saint-Michel perd ainsi tout caractère maritime, qu'il ne retrouvera que grâce aux récents travaux. Plusieurs bâtiments anciens du village, peu entretenus, tombent en ruine. Ils sont remplacés par de nouveaux édifices en style néo-roman et néo-gothique. Mais c'est entre 1928 et 1938 que la plupart de ces bâtiments architecturaux sont détruits pour rendre au village son aspect historique. Le site est miraculeusement épargné lors de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands l'occuperont tout de même entre 1940 et 1944. L'année 1966 marque le millénaire de la fondation de l'abbaye. Superbe reportage et belle découverte. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Dans quelques instants, l'information se poursuit sur nos réseaux sociaux AR1 Info sur Instagram et Twitter. Mercredi, vous avez rendez-vous avec Romain sur les énergies renouvelables dans la Minute Écolo. Puis samedi prochain, on vous retrouve avec l'ensemble de la rédaction pour le point question. Quant à moi, je vous retrouverai ici même dans 15 jours pour votre dernier journal estival. Merci, bonsoir, passez un bel été. Et surtout, restez prudents. Merci, bonsoir. Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1 Inside News. Attention, canicule. C'est la canicule et le coronavirus circule toujours. Tout le monde est concerné, en particulier les personnes âgées de plus de 65 ans ou ayant une maladie chronique, les femmes enceintes et les jeunes enfants. Pendant cet épisode, soyez attentifs à l'apparition des signes suivants chez vous ou vos proches. Crampes, fièvre supérieure à 38 degrés, fatigue inhabituelle, maux de tête, vertige, nausées. En cas d'apparition de ces symptômes, rafraîchissez-vous. Si vous voyez une personne victime de malaise, de forte fièvre ou de propos incohérents, appelez immédiatement le 15. Et malgré la chaleur, continuez de respecter tous les gestes barrières contre le coronavirus. Pour plus d'informations, appelez le 0800 06 66 66. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.